Salut les zèbres! Ou les parents de zèbres, ou les amis de zèbres, ou pas d'ailleurs. Voilà, tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. Ouais, c'est un peu naze ce que je viens de dire. Je reprends mes vidéos en t'accueillant dans mon nouveau chez moi, comme tu peux le voir. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que justement, entre-temps, j'ai déménagé. C'est quand même un gros morceau. On a emménagé, on a défait bien tous nos cartons et puis on est parti en vacances dans les arbres. Si tu veux en savoir plus, j'ai posté une vidéo vlog sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du test de QI. J'ai eu beaucoup de questions à revenir sur ce sujet. Parce que finalement, beaucoup de personnes qui ont l'intime conviction ou le doute d'être ou non zèbre se posent à un moment donné la question de est-ce que je dois passer le test de QI ou non. On va parler du cheminement en fait pour en arriver à passer ou non le test de QI. On va parler du test en lui-même, des résultats et de ce qui se passe après. Installe-toi confortablement, comme moi, prends un café ou quelque chose et on y va. Pourquoi le test de QI? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, c'est le seul test qui diagnostique de manière fiable un fonctionnement de zèbre ou non. C'est dommage, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un zèbre. Je crois que tous les zèbres, et pas que d'ailleurs, on trouve très dommageable que ce test s'appelle un test d'intelligence, parce que, ou alors il faut redéfinir la notion d'intelligence justement. Il a ses limites parce qu'il n'a pas non plus été conçu spécifiquement pour tester les zèbres, c'est un test global. Il va aussi bien diagnostiquer des fonctionnements avec des 10, des enfants qui vont avoir des difficultés scolaires, qui vont être en dessous de la moyenne de 100. Enfin, voilà, c'est pas un test qui a été fait spécifiquement pour les zèbres, et ça, on peut le regretter. Mais voilà, c'est le seul test aujourd'hui qui peut diagnostiquer un fonctionnement de zèbre. C'est justement ce qui explique que beaucoup de zèbres ou beaucoup de personnes qui ont des doutes sur le fait qu'elles soient zèbres vont mettre beaucoup de temps ou beaucoup d'hésitation à passer le test. Parce que finalement, il y a cette notion d'intelligence qui pose beaucoup de questions, sachant que la plupart des zèbres ne se sentent pas plus intelligents que la moyenne. Il y a toute cette démarche qui est d'aller voir quelqu'un pour demander à passer un test de QI. Et ça, c'est quand même assez compliqué. C'est pas le seul point qui peut aussi poser question à passer le test. On peut aussi se demander, et si je ne le suis pas? Si le test révèle que je ne suis pas zèbre? Et ça, c'est une question à se poser et à résoudre en fait pour soi, parce que c'est vrai qu'on sent que finalement, ça serait une clé à tout ce qu'on vit, à tout ce qu'on ressent. Et comme je pense que le cheminement est très identitaire, il y a vraiment ce rapport à qui je suis depuis tout le temps en fait, on se pose la question, et si finalement le psychologue m'annonce au travers de ce test que je ne le suis pas, zèbre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire comment j'ai répondu moi, puisque moi j'ai passé finalement le test de QI. Troisième chose qui peut freiner à passer le test, c'est tout simplement son coût. Alors moi j'ai payé au total 300 €, c'est-à-dire j'ai payé 50 € à un entretien préliminaire. En général, tous les psychologues qui font passer un test font un entretien préliminaire. C'est un premier contact. Ça permet aussi de se décider si on va faire ou non le test éventuellement. Le test en lui-même, moi je l'ai payé 250 € en 2 fois, et je crois que la psychologue acceptait 3 paiements ou plus. Voilà, ça peut varier. Il y a des psychologues ou des psychiatres, ça peut aller jusqu'à 500 € le test selon leur notoriété, s'ils se situent à Paris ou pas. Voilà, donc en tout état de cause, c'est quand même un investissement, et c'est vrai que si ça coûtait moins cher, peut-être qu'on irait plus facilement, mais le fait que ça soit ce prix, on se pose la question et on peut avoir envie que ça serve à quelque chose. Mon voisin étant juste à côté par la vitre, ça m'a perturbée. Je me voyais en même temps que je te parlais, lui me regardait, enfin voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc comme tu peux le voir, j'ai changé d'environnement, je suis dans ma chambre. Le premier point, j'y reviens, c'est la notion d'intelligence dans le test de QI, quotient intellectuel. Comme la plupart des zèbres ne se sentent pas particulièrement plus intelligents que la norme, voire même par moments on se sent au ralenti, voire un peu nounouille ou à la traîne, on est loin d'oser penser qu'on puisse être au-dessus de la norme. Et c'est justement cette notion de au-dessus de la norme qui est gênant chez le test de QI, parce que le test de QI indique une sorte de hiérarchisation de l'intelligence. Il y a la moyenne, 100, et puis il y a des gens
en dessous de la moyenne et des gens au-dessus, voire très au-dessus. Et le zèbre se situe très au-dessus. Mais ce au-dessus implique une supériorité qui est hyper gênant à accepter parce que c'est pas du tout dans le fonctionnement d'un zèbre. Et je crois que c'est la première chose qui va freiner quelqu'un à aller passer un test de QI. En général, quelqu'un qui est zèbre est tout sauf conscient justement de son intelligence. Et donc, dès qu'il va être confronté à une forme de reconnaissance de son intelligence, il y a un rejet, sinon un gros doute, quoi, de qu'est-ce que tu me racontes, c'est n'importe quoi. Soit dit en passant, oh, quelle belle phrase, soit dit en passant, il n'est pas du tout nécessaire d'aller passer un test de QI, hein, on est bien d'accord, hein, si vous vous ressentez avec un fonctionnement atypique et que vous vous retrouvez dans le portrait d'un zèbre, on vous oblige pas à aller passer un test de QI. Mais à un moment donné, je crois que tous les zèbres que je rencontre se sont au moins posé une fois la question, est-ce que je passe ou non le test de QI ? Voilà, et c'est normal de se poser cette question, d'y réfléchir et d'être à l'aise avec ses réponses. La deuxième chose qui va freiner le zèbre à aller passer un test de QI, et moi je suis passée par là, c'est finalement, et si le test révèle que je ne suis pas ? C'est-à-dire que quand cette intime conviction monte, quand il y a une forme déjà de soulagement, quand il y a cette forme de soulagement à se dire, c'est peut-être ça la clé de mon identité, le point d'orgue, ce qui pourrait être le fil conducteur, tout expliquer, il y a une forme d'espérance à se dire que ça serait génial d'avoir une explication. Génial étant peut-être pas le mot parce que je crois qu'on trouve jamais complètement génial d'être zèbre et que c'est justement le chemin qu'on a à faire après. Est-ce que je vais pas m'effondrer ? Est-ce que tout d'un coup je vais pas être plus perdue que je ne le suis aujourd'hui ? Moi je me suis posé cette question et je me suis dit comment je réagirais. J'ai aussi lu des témoignages de psychologues qui en parlaient et qui disaient que c'était justement quelque chose de compliqué pour certaines personnes d'apprendre un résultat qui était négatif. Moi à un moment donné, la question s'est complètement résolue parce que il fallait que je sache. C'est-à-dire que je sois zèbre ou non, il fallait que j'aie une réponse. Il y a un moment donné où le doute, le questionnement, le fait de ne pas être certaine et de toujours remettre en question me fatiguait littéralement. Et je me suis dit, Cécile, tu ne peux pas mourir. Voilà, hein, vous savez qu'on peut avoir des idées un peu bizarres, mais en gros, je ne me voyais pas finir ma vie sans avoir cette réponse. Tant que j'aurais pas réglé cette question et tant que j'aurais pas une réponse, je ne pourrais pas avancer. Et je me disais, c'est pas possible que je doute toute ma vie et que je ne sache jamais. Donc moi, il me fallait une réponse extérieure fiable, comme pour évacuer cette question et passer à autre chose. Avancer, que je le sois ou que je le sois pas. C'est-à-dire que dans la perspective où on m'aurait dit bah non, Cécile, tu n'es pas zèbre, c'était une façon de résoudre la question et de passer à autre chose. Voilà, je savais, je l'étais pas, et quelque part, ça me permettait d'arrêter, peut-être de me mettre dans cette caractéristique-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après, on me disait que je l'étais, là aussi, je pouvais cheminer avec cette connaissance. Mais à un moment donné, il fallait que je pose tout ça. Troisième point qui fait qu'on peut hésiter à aller passer le test, c'est son coût. Donc là, j'en ai parlé. Moi, il y a un moment donné, l'investissement pesait moins, on va dire, dans la balance que le fait de savoir et de pouvoir avancer. Ensuite, je crois qu'il faut pouvoir trouver un psychologue avec lequel on se sente bien, et c'est tout l'intérêt du premier rendez-vous. Une fois que c'est fait, il n'y a aucun regret quoi, de l'investissement. Je vous explique, moi, juste un peu mon cheminement. Il faut savoir que j'ai mis 1 an entre le moment où je me suis vraiment fortement retrouvée dans le portrait des zèbres dans le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant, et le moment où j'ai su que j'étais zèbre. Il s'est quasiment écoulé 1 an. Donc vous voyez que ça peut être très long, en tout cas ça l'a été chez moi. Il y a eu des moments où j'étais vraiment décidée et où j'ai fait des actions pour aller passer le test. Et puis il y a des moments où j'ai complètement oublié, et puis quelque chose m'y faisait revenir, et je crois qu'à force d'y revenir, il y a un moment où il y a eu comme une forme de déclic. Pour revenir sur le début de ma démarche, donc moi j'ai lu ce livre de Christelle Petit-Colin dont je te parlais. J'aurais jamais été lire un livre
sur les surdoués avec le mot surdoué ou intelligence, justement pour ce que j'évoquais précédemment, hein, avec ce rapport à l'intelligence. Mais là, je pense trop déjà dans le titre, je me retrouvais. Donc ça avait quand même suscité ma curiosité et je pensais pas du tout lire un livre sur les surdoués. Voilà, bon bref. On était sur la route de nos vacances pour aller en Espagne, donc il y avait quand même beaucoup de temps devant moi et j'ai commencé à lire ce livre. Je crois que le premier déclic qu'on a quand on commence à découvrir qu'on peut être zèbre, c'est de comprendre ou de réaliser que tout le monde ne pense pas de la même manière. On croit que tout le monde est comme nous, quoi, en fait. C'est ce qui peut-être nous berce dans l'illusion. C'est le premier truc, le premier détonateur, la première prise de conscience qui est assez forte. Je me retournais régulièrement vers mon conjoint qui conduisait. Et je lui disais, mais toi, c'est pareil, quoi, tu penses ça, tu fais ça. Et lui, il me disait, bah non, pas du tout. Moi, ça me concernait, mais par exemple, mon conjoint, ça n'avait pas l'air du tout de le concerner. Donc oui, je pouvais quand même être différente d'un certain nombre des gens. Ah, ça m'a quand même pas mal perturbée tout l'été, mais j'en ai pas parlé autour de moi. À la rentrée, j'ai commencé à aller sur YouTube, à lire des choses sur les zèbres. Et là, assez rapidement, j'ai décidé de contacter des psys. Et donc, au départ, je voulais aller voir quelqu'un de référence, puisque j'avais personne autour de moi qui pouvait me conseiller ou me recommander. Donc, je me disais, quitte à aller faire la démarche, autant aller voir les bestes, quoi. Et donc, j'ai contacté Monique de Kermadec. Il faut savoir que Monique de Kermadec, elle est à Paris, dans le 16e. Donc, pour moi, c'était pas évident de trouver un créneau. Je crois que j'ai dû décalé. Enfin, la première fois, on n'a pas réussi à trouver en fait de créneaux qui coïncidaient. In fine, j'ai eu un rendez-vous au mois de janvier, fin janvier. Donc, vous voyez, entre juillet, août et janvier, c'était quand même déjà écoulé plus de 6 mois. Je me suis rendue à Paris, j'ai fait le déplacement spécifiquement pour ça. J'ai pas regretté. C'est quelqu'un qui a répondu à mes attentes. Donc moi, c'était très drôle, enfin avec du recul, c'était très drôle parce que voilà, c'est Monique de Kermadec, l'entretien avec elle coûte 150 €, donc c'est quand même déjà un prix. Et moi, l'objectif de ce premier entretien, c'était de répondre à la question, est-ce qu'il est pertinent que je passe un test de QI ou non ? Et pour optimiser mon rendez-vous, parce que je savais que ça allait passer très très vite, j'avais préparé une feuille avec 2 colonnes. Une colonne de tout ce qui me faisait penser que je pouvais être zèbre et une colonne de ce qui me faisait penser que je ne l'étais pas. Évidemment, j'avais plus de choses dans la colonne qui me faisaient penser, mais j'avais quand même trouvé des choses qui me faisaient sérieusement douter. L'entretien s'est très très bien passé, j'ai eu quelqu'un très à l'écoute, très efficace, très pertinente. Vers la fin de l'entretien, elle m'a dit, bah écoutez, je comprends que vous ayez envie de passer un test. Voilà, elle m'a pas dit plus, elle m'a pas dit j'ai le sentiment qu'à 3/4 vous l'êtes. Enfin, je crois qu'en fait, il faut vraiment se dire qu'aucun psychologue éthique va se prononcer. Parfois, on projette sur quelqu'un qui est zèbre et il l'est pas, et parfois on projette pas et il l'est. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. Ce qui m'a interpellée et qui me paraissait après coup une évidence, mais que voilà, je pense que ça peut t'aider, elle m'a posé la question de comment j'étais enfant. On l'oublie assez vite quand on est adulte. Un adulte zèbre a été un enfant précoce. Je veux dire, on l'est depuis la naissance. Et donc, elle m'a ramené à ça en me demandant si j'aimais l'école à ce moment-là, si j'avais des souvenirs en particulier. Je m'étais jamais posé la question de quel enfant j'étais pour avoir des réponses. Et je pense que c'est une excellente question. L'idée, c'était qu'on prenne rendez-vous avec Monique de Kermadec pour que je fasse ce test. Mais là, la complexité de prendre un rendez-vous a été encore plus compliquée parce qu'un test dure 3 heures. Et donc, Monique de Kermadec n'avait pas des créneaux de 3 heures comme ça. Et moi, j'avais pas non plus énormément de disponibilité. Donc, le temps a filé. Et en filant, le temps, peut-être que le doute est revenu, ou j'ai oublié, ou c'est devenu secondaire. Et puis, le déclic, il est venu d'une vidéo. En fait, je traversais, donc ça devait être au mois de mai-juin. Je traversais une période de coup de mou dans mon boulot, dans mon activité, parce que je suis à mon compte. Et là, je me dis, c'est pas possible. J'avais déjà traversé un coup de mou assez intense, une traversée du désert 2 ans auparavant. Je me suis dit, ça se repointe, quoi, c'est pas possible. Je vais pas vivre ça tous les 2 ans. Et donc, je me suis dit, bah, je développe peut-être une petite forme de déprime. Voilà, j'avais mis ce mot-là. Et YouTube me met une vidéo en suggestion. Alors, c'est jamais du hasard, parce que j'avais été consulter beaucoup de vidéos sur les surdoués, les zèbres, etc. Donc, c'était une vidéo de Jeanne Siofachin. Je clique dessus. Je sais plus bien le titre de la vidéo, mais là, une vidéo assez courte. Et là, Jeanne Siofachin parle de l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose dont on parle peu pour les surdoués, mais qui est une vraie réalité.
Et le mot ennui a eu l'effet d'un énorme déclic en moi. Je me suis dit, en fait, Cécile, tu déprimes pas, tu t'ennuies. Tu t'emmerdes, quoi, en gros, dans ton activité. C'est ça, le fond du problème. Et donc, à partir du moment où j'ai identifié ce nouveau signe ou symptôme, on va dire, du zèbre, là, je me suis dit, c'est encore un truc qui me ramène à ça. Là, ça suffit, il faut que je sache. Et deuxième réflexion qui arrive dans la foulée, je me dis, attends, Cécile, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Des psychologues, il n'y en a pas qu'à Paris. Je me mets à chercher sur Internet. Je trouve une psychologue à Vannes qui a un site Internet. C'est assez rare, en fait, chez les psychologues. Et donc, paf, je décroche mon téléphone et je prends rendez-vous. Et là, c'était fait. On a eu ce premier entretien où je lui ai expliqué ma démarche. Je lui ai parlé de tout ce cheminement pendant l'année écoulée. Et voilà, on a décidé aussi ensemble de prendre rendez-vous pour le test. Donc voilà, moi c'était ma démarche, c'était pour vous dire que ça peut prendre du temps, que c'est normal que vous tergiversiez ou pas, hein. Il y a des gens qui vont se décider tout de suite, hein. Enfin je veux dire, mais voilà, pour vous dire que moi ça a pris quand même 1 an, et c'est pas une démarche anodine, c'est une démarche qui se fait avec de la réflexion, avec quelque chose qu'on ressent en soi comme étant juste, quoi, c'est ça que je voulais dire. Autre chose que je voulais dire sur mes motivations de passer le test de QI, qui a quand même compté, même si c'est moins important que ou moins, ça pesait moins lourd que le fait de enfin savoir, c'était que je me transposais vis-à-vis de mes enfants. Et je me disais, finalement, si j'ai une réponse pour moi, j'aurais peut-être quelque chose à aller creuser pour mes enfants. Et si mes enfants peuvent savoir qu'ils sont atypiques dans leur fonctionnement et qu'ils sont zèbres maintenant plutôt qu'à 43 ans, je pense que ça sera une chance. Donc ça a quand même compté aussi dans ma réflexion en tant que maman, quoi. Pour parler du test en lui-même, parce que comme le test doit rester quelque chose comment j'allais dire, de spontané, forcément vous allez trouver des écrits sur les tests, mais pas forcément beaucoup, et on peut avoir des fantasmes sur le test de QI, parce qu'il y a aussi des tests qui passent sur Internet, mais voilà, il faut se dire que c'est des jeux hein, sur Internet. Mais bon, c'est vrai que c'est ce genre de test qu'on a en tête, parce que c'est aussi des tests qu'on a passés peut-être pour des entretiens de recrutement ou dans le cadre de bilan de compétences. Donc on a un peu ces tests-là en tête. Le test dure 3 heures. Alors c'est vrai que généralement, ce que me disait la psychologue, un zèbre, il a la capacité à tenir 3 heures, mais c'est quand même long. Et puis, il peut y avoir un côté rébarbatif, quoi. Ce test, c'est pas toujours super fun. Elle, en tout cas, elle le fait passer en 2 fois 1h30, et moi j'ai trouvé ça bien. Et alors, la passation n'est pas du tout ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire qu'on n'est pas mis dans un coin du cabinet, sur une table, avec un chronomètre et une forme d'examen à passer. On n'écrit rien, on passe le test en oral, en face à face, avec le psychologue. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas la réponse qui compte, enfin évidemment elle compte, mais le psychologue va aussi noter, observer la façon dont vous vous y prenez, les chemins peut-être que vous allez prendre, ou ce qui se passe en fait même émotionnellement. Le diagnostic du test de QI n'est pas seulement un chiffre, c'est pas le chiffre en lui-même qui indique qu'on est zèbre, c'est un tout en fait. Et dans le tout, il y a l'observation du psychologue. Sans dévoiler le test de QI, parce qu'encore une fois, il faut rester spontané face à ce test, c'est pas on réussit pas, hein, voilà, vous avez bien compris. Le test en fait va aller sur 4 types d'exercices, on va dire, mais j'aime pas trop ce mot-là, qui vont venir tester plusieurs choses. Il faut savoir que le test, dans le protocole, il y a des tests obligatoires, et puis il y a des tests facultatifs, et là c'est le psychologue qui choisit dans les tests facultatifs de vous les faire passer, et même si vous les faites passer, de conserver le résultat ou non. Pour vous donner juste un exemple, j'ai commencé par un test avec des cubes. On doit reproduire un graphique, un schéma. Ce test est chronométré et monte en difficulté. Moi, j'ai trouvé ça sympa de commencer par ce test, parce que moi, je l'ai pris comme un jeu. D'ailleurs, mes enfants ont eu un jeu comme ça, en bois, et on a beaucoup joué avec ce jeu, et donc moi, je l'ai pris comme tel. Je me suis amusée. J'ai pas cherché la performance ou à me mettre la pression, même si on peut être un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on veut faire du mieux qu'on peut, quoi. Le deuxième rendez-vous, j'étais moins en forme. J'étais comme toujours dans cet état un peu de coup de mou. Je l'ai dit à la psychologue, elle en a tenu compte.
D'ailleurs, il y a des tests que j'ai faits, je suis passée à côté, je crois, enfin bon bref. Et la psychologue, au moment de la restitution des résultats, m'a dit qu'elle n'en avait pas tenu compte pour pas fausser les résultats, parce que c'était pas représentatif, quoi. C'est là où c'est important d'avoir confiance et d'avoir affaire à un psychologue qui fait son job correctement. J'allais dire, troisième rendez-vous, c'était le rendez-vous de restitution. Donc là, il s'est écoulé 15 jours. C'est vrai qu'on a hâte d'avoir ce rendez-vous de restitution, hein, honnêtement. Mais moi, au bout du premier rendez-vous, la psychologue m'a dit, au vu de cette première partie de test, je peux déjà vous dire que vous faites partie des zèbres. Ce qui était dingue, c'est que le temps que je fasse le trajet retour jusqu'à chez moi, j'étais plus sûre de ce qu'elle m'avait dit. Donc c'est pour vous dire que si je n'avais pas passé ce test, mon mental aurait vraiment pris le dessus pour continuer à me faire douter. C'est pour te dire qu'il fallait vraiment que j'ai un document écrit, que je puisse pas contester et sur lequel mon mental puisse pas me faire fantasmer autre chose. Ce qui est très désarmant et très décevant et frustrant avec le test du QI, c'est que la restitution, à la fois elle vous dit tout et puis elle vous dit rien. Après, l'analyse dans le détail, c'est vrai que je crois qu'on aimerait avoir des pistes de là où on est très bon et comment ça peut se manifester concrètement. On a ces pistes-là, puisqu'on a des résultats par sous-famille, mais c'est pas très concret. Et ça va jamais vous dire ce que vous pouvez en faire. Vous repartez de ce rendez-vous, vous savez si vous êtes ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça s'arrête là. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Le début du chemin commence, quoi. Mais c'est quand même hyper important de savoir. C'est comme si pour la première fois, quelqu'un me disait « il est normal que tu ne le sois pas ». Donc c'est un énorme soulagement. Tout d'un coup, il y a cette idée que ça ne sert à rien de lutter contre, ça ne sert à rien d'essayer d'être moins comme ci ou mieux comme ça pour se faire accepter et aimer, parce que de fait, par nature, on n'est pas comme tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver un équilibre avec les autres, mais justement, ça rééquilibre les choses. Et moi, j'avais tendance à faire tous les efforts, à porter tout sur moi, à me culpabiliser. Donc là, ça revenait mettre un peu d'équilibre en se disant « Ok, il faut que je fasse des efforts pour me faire accepter des autres, pour vivre en société, hein, tout simplement. » Mais finalement, les efforts, ils peuvent être partagés parce que je ne me changerai pas. C'est quand même hyper important parce que je pense que le chemin qui suit la découverte d'un fonctionnement atypique, c'est l'acceptation de soi, justement. L'annonce du diagnostic, même si on avait cette intime conviction, même si on peut ressentir, comme moi je l'ai ressenti, un très grand soulagement, c'est violent. C'est violent parce que, surtout quand on est adulte, je crois, parce que ce qu'on croyait vrai depuis des dizaines d'années, depuis toujours, on prend conscience que c'est tout l'inverse. Le noir est blanc, le blanc est noir, enfin c'est assez étrange. Vous n'êtes pas lent, vous n'êtes pas bébête, vous êtes intelligent, vous n'êtes pas chiant, pénible, pointilleux. Voilà, ce sont des qualités. Enfin, en fait, il y a un inversement de situation qui est assez compliqué à aborder et violent dans la puissance de la remise en question que ça a sur ce qu'on pensait être des vérités et des piliers, quoi, sur lesquels on s'est construit. Et c'est pour ça que je dis violent, parce que je crois que pour un adulte qui se découvre zèbre, c'est violent. Et il faut tenir compte de cette violence et se laisser du temps pour intégrer, digérer, enfin s'accepter, enfin s'aimer. Et c'est pas lié que aux zèbres. Là où à chaque fois il y a quelque chose d'atypique, de différent, il y a une richesse, il y a quelque chose à apprendre. Et l'intérêt, c'est surtout pas de lisser ça et de rentrer dans le moule et de devenir transparent et comme les autres. C'est comment je peux mettre à profit cette différence, cette richesse pour les autres, pour le monde. Comment je peux la faire fructifier, en fait. Je crois que j'ai fait un peu le tour du pourquoi, du comment, le test de QI et ma démarche. Si tu te poses des questions, si tu hésites, si tu penses que t'es zèbre mais tu n'as pas la prétention de l'être, sache que c'est normal. Si tu penses que tu l'es et que tu ne l'es pas, c'est pas grave. Tout le monde est intelligent, tout le monde a ses richesses. Et cette quête identitaire, elle est tellement juste et compréhensible que je trouve que c'est bien d'aller au bout. Si tu ne veux pas passer le test parce que le mot intelligence te rebute, parce que tu ne crois pas au QI, je te comprends et je suis entièrement d'accord. C'est une démarche qui est personnelle et tous respectent. Mais si tu as des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées, ou si tu souhaites que je revienne sur certains points liés à ce test de QI, n'hésite pas à me les mettre en commentaire.
échangeons, c'est aussi le but de cette chaîne. Abonne-toi parce que je vais faire d'autres vidéos sur le profil zèbre, je vais parler du doute, je vais parler de qu'est-ce qui se passe après justement et comment on chemine. N'hésite pas à t'abonner, faire partie de la communauté et je te dis à très bientôt. Bye bye.